Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Sentier, le podcast qui vous emmène loin des sentiers battus pour plonger dans les histoires de ceux et celles qui poussent leurs limites toujours plus loin. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Nico Mathieu, un aventurier qui aime partir loin et même très loin, là où on ne croise personne, pour voir à quoi ressemble la nature sans aucune trace humaine. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est d'essayer de trouver des endroits où il y a personne, pour voir vraiment à quoi ressemble la nature quand il n'y a pas d'activité humaine assez récurrente. Nico nous partage aussi comment il fait face aux défis durant ses aventures. Pour lui, c'est surtout une question de mental. C'est beaucoup de la résistance, c'est que du mental principalement. Il faut juste pouvoir encaisser et en fait, l'expédition, il faut que j'arrive à l'apprécier et pas la subir. Donc j'essaie de garder un équilibre. C'est sa manière de transformer chaque défi en une chance d'évoluer et de profiter de son aventure, même quand ça devient dur. Enfin, Nico aime casser le mythe que l'aventure, c'est juste se mettre dans des situations de galère pour le fun. Les expéditions, c'est pas se foutre dans la galère et apprécier la galère, c'est être dans la galère et chercher le plus de confort possible dans toutes les possibilités et les coins. Rejoignez-nous dans cet épisode de Hors Sentier, où Nico Mathieu va vous montrer comment il repousse ses limites, nous partager sa vision de la nature et nous fait découvrir ce que c'est de vivre une vraie aventure hors des sentiers battus. Restez bien jusqu'au bout de cet épisode avec Nico Mathieu car on a une surprise pour vous. Bonjour Nico. Bonjour. Bienvenue sur Hors Sentier, le podcast de Baou. Je suis vraiment ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Donc tu es un aventurier, un explorateur, tu es français et tu viens de la région de Annecy, c'est bien ça ? Exactement, je suis né à Chambéry, donc en Savoie, mais je suis passé du côté de la Haute-Savoie depuis 5 ans. Comment t'es venue ta passion pour l'aventure, l'exploration, l'alpinisme ? C'est juste en regardant les autres autour de toi dans ta région ou il y a eu un déclic ? Non, je pense qu'il y a vraiment eu un déclic dans le sens où moi je suis né ici, j'ai toujours vu ça comme étant normal, entre guillemets. Et je suis parti vivre à Paris pendant 6 ans et je me suis dit, en gros, quand je suis parti à Paris, j'avais vraiment pas trop pratiqué. J'ai même pas fait tant de ski quand j'étais jeune, j'ai pas vraiment profité de la montagne. Et c'est quand on part qu'on se rend compte de ce qu'on a et ce qu'on avait. Et donc au bout de 6 ans, j'en ai eu marre, je suis revenu et j'essaye de rattraper le temps perdu. Donc voilà, c'est vrai que moi j'étais beaucoup plus urbain, donc je faisais du parcours à l'époque, donc c'est le sport des Yamakasi pour dégrossir les traits. Et après 10 ans de pratique vraiment poussée, où je m'entraînais vraiment tous les jours, j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour. Donc c'est là que je me suis orienté plus vers le côté naturel des choses, avec tout ce qui est alpinisme, spéléo, toutes les activités qu'on peut faire autour d'ici. Ouais, donc t'as commencé vraiment avec les sports de montagne qu'on peut faire dans le coin. Et par la suite, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à explorer des environnements un peu plus extrêmes, comme la jungle ou des déserts ? Ça, c'est venu un peu plus tard. Là, en fait, je me rends compte, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais ça fait 3 ans que j'ai fait ma première expédition en Amazonie, en Guyane française. Mais le vrai déclic, ça a été plus une expédition, pas polaire, mais du coup sur un glacier qui était en Islande, proche d'ailleurs du cercle arctique polaire, donc en ski pulka, sur le Vatnajökull, c'est le plus grand glacier dit d'Europe, même si, voilà. Et donc, ça a été une expédition de 6 jours avec un ami, avec ski, pulka, ascension du plus haut sommet, descente à ski. Enfin bref, c'était vraiment l'aventure dans un endroit pas si loin, parce que l'Islande, ça reste quand même hyper accessible en termes de temps, mais où il y avait vraiment personne. En fait, moi, c'était ce qui m'a vraiment donné envie, c'est d'essayer de trouver des endroits où il y a personne, pour voir vraiment à quoi ressemble la nature quand il n'y a pas d'activité humaine assez récurrente. Donc, en 2019, je suis parti faire ça, et je me suis dit, waouh, je suis sûr qu'il y a encore d'autres endroits comme ça, avec des étendues magnifiques, avec des biotopes qui peuvent être très intéressants à exploiter. Et donc après, première expédition en solitaire dans la jungle, sur 12 jours, et en fait, j'ai été un peu piqué par ça. Pour le désert, après, c'est venu après, dans le sens où il reste le désert à faire, je vais aller le faire, mais je pense que c'est plus la jungle qui m'a le plus marqué, en tout cas d'ici là, depuis ma courte expérience d'exploration. Pourquoi ça t'a marqué justement ? Ouais, c'est hyper compliqué parce que quand on connaît pas trop la forêt, on a déjà une image très enfer vert, compliquée, on se fait harceler par les éléments. Des grosses bêtes. Exactement. Alors c'est le cas, mais en fait c'est le seul endroit pour moi où je peux jamais m'ennuyer. Quand je dis m'ennuyer, c'est que quand je marche en ski pulka sur des étendues sur un lac gelé pendant 10 heures, il se passe pas grand chose à part du vent, c'est magnifique, c'est hyper calme, donc c'est hyper bien pour réfléchir,
Mais bon, si tu fais ça 20 jours, tu as fait le tour de tes réflexions, donc si tu n'as pas d'interaction humaine, c'est compliqué. Alors que la forêt, ce qui est intéressant, c'est que toutes les 10 minutes, il peut se passer quelque chose d'inattendu. Tu peux croiser un animal, tu peux te prendre une branche sur la tête, tu peux tomber dans des sables mouvants, tu peux voir quelque chose de magnifique. En fait, toutes les 15 minutes, tu sais pas vraiment ce qui va se passer et c'est hyper ludique. Toute la journée, tu galères, certes, mais toute la journée, il se passe des choses et aucune journée se ressemble. Donc c'est vraiment ça qui m'a vraiment vraiment intéressé. Et en plus, il y a personne, donc les animaux sont curieux, ils n'ont jamais vu l'homme pour la plupart du temps où je vais. Donc il y a une vraie connexion qui se fait où j'ai plus l'impression de faire partie de cet endroit-là que d'être un élément rajouté. Et est-ce que c'est pour ça aussi que tu apprécies les expéditions, les aventures en solitaire? Non, pas spécialement. En solitaire, c'est parce que déjà je me sens de le faire. Je suis plus à l'aise en gros, comme je filme mes aventures, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise à filmer quand je suis tout seul, donc c'est peut-être un parti pris aussi. Et les expéditions en désert ou polaire dans le sens grand froid, ça me dérange pas d'être à deux, parce que justement on peut discuter, même si c'est difficile, ça reste pas quelque chose où on se fait trop agresser. Mais la forêt, enfin la jungle, c'est tellement compliqué, c'est-à-dire que celui derrière peut se taper les guêpes, mais pas celui devant, l'autre tombe, machin, qu'en fait on galère tous, enfin j'ai déjà fait une expédition à deux, on galère tous en fait on vit chacun notre aventure en solitaire, même si on est à 3 mètres chacun, on n'a pas trop le temps de discuter, c'est très compliqué, donc en soi, je préfère le faire tout seul, ça va plus vite, et puis je suis moins contraint aussi par trouver des horaires, trouver des jours avec les gens, etc. C'est ce qui m'a aussi un peu éloigné de l'alpinisme, où tu dois toujours trouver quelqu'un. Alors que la forêt, tu peux y aller tout seul. Enfin, c'est pas conseillé, mais tu peux y aller tout seul, il y a moins de risques, et j'y vais quand je veux, quoi. Tu disais justement, tu te sentais de faire des expéditions tout seul. Comment en fait on se prépare à ces milieux hostiles, que ce soit physiquement ou mentalement? Est-ce qu'on peut se préparer déjà? Oui, totalement. Alors moi, je considère que 80% du taf, c'est la logistique, déjà. C'est-à-dire que moi, j'adore faire ma logistique. J'ai l'impression, quand je pars en expédition, de réciter un livre que j'ai déjà écrit, mais un peu avec des paragraphes blancs, dans le sens où il y a forcément des choses imprévues, mais sur le papier, je sais à peu près combien de kilomètres je fais. Voilà, sauf problème et tout, mais donc je sais à peu près chaque jour où j'essaye où j'essaye de me rendre, entre guillemets, d'avoir mon objectif. Et donc avant de partir en expédition, qu'elle dure un mois, qu'elle dure 2 semaines ou qu'elle peut durer plus, je sais à peu près où je serai à telle date. Ouais, donc la Normalement. préparation. Donc la préparation, elle est hyper importante. Voilà, quand je termine une expédition, je me dis, ok, tout s'est bien passé. Heureusement que j'ai bien préparé parce que c'est plus... Enfin, ça peut tellement... La frontière entre tout se passe bien et tout se passe mal, c'est tellement fin en forêt. Donc c'est beaucoup de logistique. Après, c'est beaucoup d'acceptation mentale dans le sens où vraiment, hein, on se fait attaquer dans toutes parts. Là, je reviens d'une expédition il y a 2 semaines. J'ai pris 20 piqûres de guêpes. Je suis encore à vif où les guêpes, toute la nuit, je les sens. Parce que c'est pas les mêmes guêpes qu'ici. Et j'ai encore des épines que j'enlève de mon corps. Là, tout à l'heure, en arrivant en voiture, j'ai encore enlevé un caillou dans mon bras. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, toute la journée, c'est assez compliqué. Mais il faut pas voir ça comme étant négatif. C'est que vraiment, je pense que le côté émerveillement et découverte est beaucoup plus intéressant et prend vraiment le dessus par rapport au côté négatif. Quand on revient, en tout cas, on parle toujours des petits trucs un peu négatifs. Mais c'est pas du tout le cas. Et après, en termes de physique, je pense que grâce au parcours, j'ai beaucoup travaillé les cuisses. Moi, je suis obligé parce que je suis obligé de partir avec 38 kilos sur le dos. 38 kilos parce qu'il y a 12 kilos de matos vidéo, mais en soi, je pense que si je devais partir hyper optimisé, je pourrais m'en sortir à moins de 30 kilos. Voilà, donc c'est pas non plus... Enfin, je suis pas censé avoir une caravane sur le dos pour pouvoir faire une expédition dans la jungle, on peut le faire beaucoup plus simplement. Mais voilà, je ramène des images, donc c'est plus compliqué. Donc je peux pas avoir un physique très fin, je suis obligé d'être lourd. Donc j'essaye de pas trop descendre en poids, pas d'avoir des muscles inutiles. Donc c'est plus de l'entraînement de résistance à long terme, aller ramer pendant 10 heures ou aller marcher avec du poids pendant 10 heures. Ou faire un peu de trail, mais je veux pas trop fondre. Donc voilà, je suis obligé de travailler, de faire un peu avec l'exigence du terrain.
Malgré la préparation, je pense que tu vis parfois des gros défis, des gros challenges pendant tes aventures. Est-ce qu'il y a une situation en particulier qui a été dure et comment tu as fait pour la surmonter? Je fais partie de ces gens qui, une fois que la situation est passée, j'ai l'impression que, bon, si c'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de moment de difficulté. J'ai eu des moments compliqués dans le sens un peu de partout de blessures. Je me suis coupé la main en forêt au milieu de l'aventure. C'est-à-dire que j'étais au point où, si je voulais refaire demi-tour, j'avais autant de temps que de terminer. C'est vraiment faute à pas de chance, comme d'hab. Grosse coupure sur la main ici. Donc j'ai dû faire de l'automédication pendant 7 jours. C'était assez compliqué. Je devais gérer surtout l'infection, etc. C'était vraiment profond. Ça, c'était un peu compliqué. Mais en soi, c'est que de la gêne et ça te prend la tête dans le sens où t'as pas envie que ça devienne compliqué et que ça s'aggrave. En soi, des vrais moments compliqués, en fait, tous les jours, c'est tellement compliqué que les jours se ressemblent en termes de difficulté. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de moment où je me suis senti en danger extrême et où je me dis, oula, pourquoi je suis à cet endroit-là? Déjà, j'y vais enfin, c'est moi qui décide d'y aller, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Et je me plaindrai pas parce que j'adore ça. Mais j'ai pas eu de situation, selon mon ressenti, qui allait vraiment me poser problème au long terme, quoi. Est-ce que pour toi, les défis sont plutôt physiques ou mentaux? C'est un peu les deux dans la forêt, c'est-à-dire que mentalement, faut tenir le coup, mais en fait, le physique, il me stoppe. C'est-à-dire que 38 kilos, enfin, après 7 heures de marche, il y a énormément de dénivelé dans la forêt. Enfin, énormément. En fait, c'est pas en termes de, tu vois, des 1000 mètres de dénivelé ici en une heure, 1h10, je pense que 80% des gens le font. Mais en forêt, à la journée, je dois faire 400 mètres de dénivelé, mais c'est que des espèces de petites collines. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de, une petite, un petit canyon qui doit faire 5 mètres de long. Après, sur 10 mètres, j'ai 30 mètres de dénivelé. Donc c'est hyper glissant, c'est droit, c'est les mains par terre, etc. Je marche 30 mètres, je les redescends, petit canyon, et on recommence. Donc c'est pas du gros dénivelé à proprement parler, où on a juste à marcher, à regarder tout droit et à suivre le chemin. Là, c'est hors chemin, ça glisse, il y a des ronces, des pics sur chaque arbre, donc tu peux pas vraiment t'aider des arbres pour t'aider à te tirer. Et vraiment, c'est répétitif, hein, ça monte, ça monte, ça descend, t'essaies de te faufiler, t'arrives en bas, c'est de la boue, donc tu tombes dedans. Donc c'est physique, donc à partir d'un certain temps, si t'es pas entraîné physiquement, tu marches moins longtemps, donc tu fais moins de kilomètres, donc ça dure plus longtemps, et ça peut créer d'autres problèmes. Et c'est clair que les 38 kilos sur ton dos, ça doit pas aider. Je voyais dans ta vidéo dans le désert du Macaï, là où tu Ouais, le fais glisser carrément ton sac, parce qu'en fait, si tu enlèves pas ouais. ton sac à dos, tu sais juste pas avancer, quoi. Oui, et puis le maca, ça allait, j'avais 28. Ça allait. Donc ça allait, ou un peu plus, je sais plus combien j'avais sur le Macaï, mais j'arrivais à bien faire des journées à 25, 26 bornes, donc ça va. Mais en forêt, c'est beaucoup plus compliqué, ouais. Parce que j'ai 28 à sec, dans le sens où quand il est pas mouillé. Donc enfin 38, pardon. Quand il est pas mouillé. Donc je Mhm. ne sais pas du tout combien il fait une fois qu'il est imbibé d'eau. Vu que l'humidité, elle est très très présente là-bas. Ça doit ajouter Ouais. quelques kilos, En ouais. fait, quand il est vraiment trempé, je m'arrête, je l'étends et le lendemain, il perd un peu en poids, je pense. Enfin, j'espère. J'essaie de me rassurer, quoi. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, dans la vidéo du désert du Macaï, c'est vrai que là, tu as quand même une grosse difficulté quand tu dois remonter la rivière, qu'il y a des branches de partout, tu vois un boa. Là, j'avais l'impression quand même dans cette vidéo, là, tu luttais un peu avec toi-même. Ouais. Même si, comme tu le dis, une fois que c'est passé, tu te dis, bon, bah en fait, je l'ai fait et ça va. Mais sur le moment, parfois, c'est quand même dur, j'imagine. Là, j'ai eu un rôle, enfin, j'ai eu un souvenir de ce moment-là que j'avais oublié. C'est vrai que en fait, j'avais passé une journée déjà compliquée dans le sens où je m'étais levé à 5 heures du matin, j'ai traversé le désert, enfin le désert c'était une espèce de savane, beaucoup de complications d'orientation au sommet des montagnes, c'était vraiment très compliqué, et j'arrive à 11 heures, ça fait déjà 6 heures que je m'active, enfin j'étais mort, et je me suis dit, bon, il y a que 5 ou 6 kilomètres à descendre d'une rivière, bon alors je mets 3 heures, allez, en étant cool, ça va le faire, je double un peu la journée, dans le sens où pas pour moi, 6 heures, 7 heures d'expédition par jour, c'est une journée cool, où on push pas trop, où on arrive à pas faire un bon sprint, mais un marathon, et qu'on n'a pas trop de séquelles physiques à la fin de la journée. Et je me dis, bon, allez, vas-y, j'y vais. Donc je pars à midi après une petite pause et tout.
Et j'ai vécu l'enfer. Mais je le dis, hein. Je crois que je le dis, c'est vraiment. Je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Et il y a 4-5 plans GoPro, mais moi j'ai passé 7 heures dedans avec. Et les roseaux, ça pique, hein. Tu te Ça les prends avait dans l'air, les ouais. yeux. Enfin, j'étais casquette à l'avant, je regardais mes pieds, je tombais dans l'eau. Et le boa, non, mais le boa, par contre, ça a été la petite surprise. Justement, ça T'étais c'est cool. content? Ouais, je suis hyper content parce que il y a que 2 boas à Madagascar. Donc il y a le boa de Madagascar et celui-là, qui s'appelle, je n'ai pas envie de me tromper, mais qui commence par un N. Et je l'ai vu, presque en mettant la main dessus, et j'étais plus émerveillé qu'autre chose. Ça reste. Enfin, les boas, c'est super rare. Moi, en Amazonie, par exemple, la journée, j'en ai jamais vu des boas. Alors que en termes de boas, il y en a des très gros et hyper intéressants et hyper jolis. Donc, c'est une très belle observation, sachant que des gens du Macaï m'ont dit bah, ça fait 2 ans que je viens, j'ai toujours pas vu un. Donc, j'étais content plus qu'autre chose. Ouais, c'est quand même cool de voir de la pleine nature. Oui, et puis bon, moi, comme je dis, je viens de France, j'ai pas connu le côté très Exotique. exotique et équatorial que des populations locales ont connu. Et donc, c'est les expéditions, le sport et le dépassement qui m'ont amené à tomber amoureux de la nature et de la biodiversité qui habite chaque endroit. Donc, j'avoue que c'est plus ça qui m'a amené à la connaissance que l'inverse. Je pense d'ailleurs que dans cette vidéo, tu dis à un moment, j'ai mon ventre qui gargouille, je crève de faim. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance dans la préparation et pendant tes expéditions de la nutrition et comment on s'adapte aux différents environnements? Parce qu'une fois tu es dans la jungle, une fois tu es dans le désert, une fois tu es dans un endroit un peu polaire, comment on fait pour gérer ça? Bah, il faut apprendre dans un premier temps à se connaître par cœur. Dans le sens où moi, je sais quand j'ai faim, je sais généralement combien de temps je mets avant d'avoir faim, et suivant les environnements. Donc il vaut mieux toujours partir avec un peu plus de nourriture les premières fois. Mais j'en suis venu à un stade où pas manger trop, ça me dérange plus beaucoup. Tant que j'avance, tant que je me sens pas coincé et que je sais que j'ai un peu de stock. Mais c'est vrai que plus je mange, euh, qu'importe, hein, que ce soit pas énormément en calories, plus je vais vite et plus je vais loin dans ma journée. Donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte, c'est-à-dire que à Madagascar, le moment où ça gargouillait et qu'il me restait 1 heure de marche, je pense que ce serait beaucoup mieux passé si j'avais pris un petit truc. Si j'avais trouvé n'importe quoi, juste... en fait, j'arrive à un point de fatigue souvent, et de faim, où j'ai l'impression en mangeant quelque chose, vraiment de mettre quelque chose en intraveineuse et que ça me booste d'un coup. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir des petites choses à manger au milieu de la journée. Et par contre, en expédition, je mange qu'une seule fois par jour. C'est le soir, vers 18 h. Je me fais un repas. Et je ne remange pas généralement avant 18 h le lendemain, sauf petite encas, allez, en milieu de journée ou dès que j'ai faim. Est-ce que avant de partir en expédition, tu fais du gut training? Donc est-ce que tu entraînes ton système digestif à manger et à ne pas manger? Oui, mais je le fais en même temps qu'essayant de prendre du poids. C'est-à-dire que j'aime bien, quand je pars en expédition où je sais que je vais pas beaucoup manger et que l'expédition va durer une dizaine ou voire plus, enfin à partir de 10 jours, manger, enfin essayer d'arriver à 4 ou 5 kilos au-dessus de mon poids de forme. Donc on va dire les 80 kilos en moyenne. Comme ça, enfin, c'est surtout par rapport au poids du sac. Je sais que j'essaye d'être le moins possible à 50% de mon poids. Donc plus je suis lourd, moins le sac il est lourd, entre guillemets, parce que j'arrive à gérer ça. Mais c'est vrai que 3-4 jours avant, j'arrête presque de manger, je mange vraiment beaucoup moins, parce que sinon le soir, j'ai envie de tout manger et c'est pas évident. Donc je dois jongler entre ces deux choses. C'est vraiment pas facile. Mais du coup, j'ai trouvé une technique, c'est pas trop m'entraîner en sport la dernière semaine ou les 2 dernières semaines. Donc emmagasiner juste la bouffe que je mange, mais en mangeant pas trop pour autant. Et du coup, avant de partir en expédition, ça fait partie de la planification de l'alimentation, le fait de faire des réserves et de pouvoir les utiliser, j'imagine. Voilà, surtout en jungle. Après, c'est vrai que par exemple, pour Madagascar, là, je revenais de 15 jours de descente du Rhône et du GR20 en 6 jours. J'étais poids de forme absolu, mais à Madagascar, j'avais... Enfin, en fait, le climat te donne pas forcément faim. Il faisait chaud, euh, enfin, j'avais juste soif plus qu'autre chose. Donc, c'était pas Enfin, je crevais vraiment pas la dalle à la fin de la journée. Mais dans d'autres climats, ouais, c'est plus compliqué, donc j'ai besoin de plus manger. J'imagine qu'il y a des climats ou des environnements où les ressources sont un peu plus limitées que d'autres. Est-ce que toi, du coup, tu as toujours toute ta nutrition sur toi?
Ou est-ce que la pêche, la chasse, la cueillette, ça fait partie du plan nutritionnel? Pour le désert, j'ai toujours eu ma nourriture et mon eau. Voilà, pour le côté, on va appeler ça encore polaire ou du coup expédition grand froid, là aussi, j'ai ma nourriture sur moi parce qu'il n'y a pas trop de possibilités de trouver autre chose. Alors peut-être que sur des lacs gelés, il y a moyen de faire un trou et de pêcher, mais bon, c'est vachement aléatoire. Et surtout, je pars du principe que sur une dizaine ou une quinzaine de jours d'expédition, des fois s'arrêter 2 jours pour avoir l'espoir d'avoir un poisson, je pense qu'on perd plus de calories que de marcher pour essayer de rejoindre et terminer son expédition en mangeant moins. Même si c'est là où il faut le plus manger parce qu'il faut réchauffer son corps. Mais pour la forêt, enfin les forêts équatoriales, oui, il y a toute la bouffe sur place. C'est vrai. Bon, moi, si on me fout 15 jours juste avec une machette et une frontale, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai pas besoin d'avancer, j'ai pas besoin de faire 200 km. Donc, je me fais un petit camp et je peux tenir vita aeternam. Il y a toutes les ressources en fait à porter. Même sans parler de chasse, hein, uniquement pêche. La cueillette, c'est très compliqué parce que ça reste saison des pluies, saison sèche. Mais il y a quand même une saison de floraison et de fruits. Donc, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai jamais revu les mêmes fruits. Donc, j'essaye à chaque fois. Dès que je croise des fruits, je les essaye. Parce qu'il y a des techniques pour goûter, pour voir s'ils peuvent être bons. Mais j'arrive jamais à retomber dessus, donc j'arrive même pas à me faire une liste de ce qui se mange ou ce qui se mange pas. Donc, je prends pas trop de risques. Mais la pêche, ça va. La pêche, franchement, c'est largement possible. Mais pareil, est-ce que des fois, il vaut mieux avancer quand il reste 4 jours d'expédition que ça aurait été 2 jours? Pêcher, faire un feu, les faire fumer pendant 8 heures. En fait, ça dépend vraiment du projet, mais c'est vraiment possible. Je pense que si on doit tomber d'un avion et survivre à un endroit, le mieux c'est la jungle. Parce qu'il y a tout à porter. Il y a quand même une vidéo où du coup tu as été dans une jungle où tu ne pouvais pas cueillir, ni pêcher, ni chasser. Comment t'as fait là-bas du coup? Donc ça, c'était en Côte d'Ivoire, c'était ma toute première expédition là-bas. Donc j'y suis retourné où je suis resté 33 jours dedans, sans pêcher, sans chasser. J'ai perdu 14 kilos. Le film n'est pas encore sorti, mais ça sortira bientôt. Et ben en fait, je prends des lyophilisés, je prends des barres, et j'y vais. Et je calcule avant, en espérant, comme je dis, on va revenir sur la logistique, mais quand c'est bien préparé, je sais le nombre de jours maximum. Je me prends toujours 3 liofs de sécu quand je prends ma nourriture, et quand je prends pas de nourriture du tout avant de partir en expédition, je prends toujours 5 liofs de sécu, parce que, imaginons, je me casse une jambe, il y a peut-être 5 jours de battement, bah, j'ai au moins de quoi manger, mais je me force à jamais les utiliser. À part les lyophilisés, est-ce qu'il y a d'autres produits que tu aimes bien prendre avec toi, qui te font plaisir, que ce soit des produits Baou ou d'autres, ou d'autres types Euh, d'aliments? non, bah là, dernièrement, je suis revenu, j'avais du coup enfin 3 sortes de barres Baou, et ça, c'est vraiment le côté très casse-dalle de milieu de journée, où le soir, si un liof m'a pas suffi, en mode, allez, Un petit dessert? un petit dessert. Donc c'est plus de la gourmandise à ce moment-là, mais je pense qu'en vrai c'est très bénéfique, même le soir. J'hésitais, de toute façon là j'étais vraiment en réflexion, est-ce que j'en prends un le matin, est-ce que j'en prends un le soir? Moi j'ai fait mes tests et je pense que ce qu'on a besoin quand on est en expédition fatigante comme ça, c'est du réconfort énergétique quoi. Donc il faut que ça soit agréable au goût, agréable dans la sensation, pas trop dur à digérer, donc c'est vraiment des choses à ingurgiter très rapidement et qu'on sent directement le côté ah, ça a fait du bien. Enfin, c'est vraiment le côté que je recherche et c'est ce que j'arrive à trouver. Donc, ça, c'est vraiment le must. Et après, bah, le liof restera le liof parce que tout pourrit, tout devient très compliqué, en tout cas en forêt. Mais Mhm. maintenant, je prends du sel et des cubes de volaille ou de végétaux, enfin De des bouillon, cubes, quoi. des bouillons, ouais. Ça, Ouais. ça change tout. Ouais. C'est juste comme dit, réconfort, goût, c'est le plus important. Ouais, c'est ça, c'est chaud, c'est salé. Après une journée, si t'as plu dessus ou qu'il faisait Ouais. froid, c'est sympa, quoi. Exactement, c'est comme quand on fait fondre l'eau sur les glaciers ou quand on fait de l'alpi, sur plusieurs jours, on n'a plus de minéraux, on cherche toujours, il faut mettre du sel, il faut mettre des compléments, etc. Donc moi, le bouillon et le sel, je le vois comme ça. Je le vois, ah, un peu de goût, un peu de truc, parce que manger du poisson braisé ou qu'importe quel autre animal à la main, sans rien, enfin, moi j'en ai fait pendant 8 ou 9 jours, ça devient vite dur et écœurant à la fin. Donc il faut un peu les assaisonner.
C'est ça. Et pour revenir sur les produits de Baou, juste un petit peu, est-ce que l'aspect naturel des produits, c'est un truc que tu apprécies aussi pendant des expéditions ? Ouais, bah carrément, en soi, moi, avec Baou, ce qui est génial, c'est que bah, comme je suis de la région, ça permet aussi d'avoir un truc déjà local, même si je le transporte des fois à l'autre bout de la planète. Mais ça fait très longtemps que je cherche quelque chose qui s'ingurgite sans avoir de galère à digérer, quelque chose qui soit aussi en apport calorique important, parce que je considère la nourriture comme de l'essence, en tout cas en expédition, et le côté très nature, c'est forcément bénéfique, parce que quand on est assoiffé, affamé, le corps, il décuple et on sent tout de suite les saveurs en x5, ouais, quand je mangeais la framboise, j'avais l'impression de la cueillir et de la manger. C'est vraiment quelque chose qui est décuplé en termes de saveur et de réconfort. Donc je pense que si on prend quelque chose de de plus industriel, on va sentir le côté industriel beaucoup plus, peut-être moins l'aimer. Enfin, j'ai déjà fait sur des trucs où je me suis rendu compte que c'était pas le bon plan. Et en tout cas, là, sur Baou, et pour les 2 bars que j'ai testés, c'est vraiment les saveurs qui sont décuplées x5. Donc, je pense vraiment que ça a une vraie importance. Ouais, donc ça joue sur le physique et sur le mental, au final, d'avoir une bonne alimentation, même si c'est de l'alimentation restreinte pendant tes expéditions. Ouais, de toute façon, on cherche. Les expéditions, c'est pas se foutre dans la galère et apprécier la galère, c'est être dans la galère et chercher le plus de confort possible dans toutes les possibilités et les coins. Donc, tu cherches toujours du confort en ayant le sac le moins lourd. Tu cherches du confort dans tes nuits avec que ça soit pas mouillé, que ça soit bien installé, que tu sois bien calé. Tu cherches du confort nutritif forcément pour qu'il n'y ait pas un moment où tu regrettes de manger même si tu as faim. Parce que ça c'est vraiment pas agréable. J'ai mangé des trucs dégueulasses des fois alors que tu as faim. Bon, tu manges, mais ouais, c'est pas cool. Frustrant. Ouais, puis ouais, t'es tout seul déjà. Autant trouver le plus de réconfort possible dans tout ce qui existe et qui est possible. Donc la nutrition, c'est la chose la plus importante. Et j'imagine que la texture, plus qu'aussi que le goût, a son importance. Ouais, moi je peux parler des lyophilisés, j'en ai testé. Il y en a, à la fin, je les vomissais tellement j'en pouvais plus, alors que j'avais faim. Il y en a qu'un seul qui passe maintenant, parce qu'en fait, la texture, elle rappelle l'enfance. C'est de la purée, t'es là. Ouais, c'est cool, tu vois, et c'est bon. Et donc maintenant, c'est vrai que je cherche pareil pour tout ce qui est bar. C'est une texture agréable, un apport nutritif conséquent, sans que ce soit trop lourd, et, et quelque chose qui soit là dans la poche et à la portée de main sans trop galérer. Ouais, et j'imagine que pendant tes expéditions, dans les endroits où il fait chaud, t'as aussi envie de saler, quoi. Parfois plus que du fruité ou du sucré. Ouais, mais je pense qu'en fait, je suis même beaucoup plus salé au global. C'est-à-dire que je cherche vraiment du salé sur les efforts longs de résistance et pas cardio ni rien, il me faut du salé. Et pour quand je vais courir ou quand je vais faire du hack and fly en parapente, un sucré ça passe mieux parce que je sais que ça dure 1 heure ou 2. Mais ouais, le salé pour moi il est beaucoup plus important parce que je les prends comme si c'était ma pause repas et pas au milieu d'un effort. C'est-à-dire que c'est à des horaires un peu midi, midi 13h et 18h, 19h. Donc c'est vrai que pour moi c'est plus l'heure du salé. Mhm. Biologiquement, il n'y a rien à faire. Après voilà, je pense que ça change rien parce qu'à l'autre bout de la planète il y a 5 heures de décalage, le corps il s'adapte au Ouais. final, mais ou des fois voilà, il peut y avoir plus de décalage, mais je pense que c'est comme toute notre vie, on a été habitué à se dire bon, on mange le matin, le midi, le soir. Bon après moi je mange peut-être moins, mais on a on s'est inculqué qu'on avait besoin de manger du salé à cette heure-là. Et moi, ça me va. Enfin, en Tant tout cas, mieux. ça marche. On a beaucoup parlé là de manger, mais évidemment dans les expéditions, il y a aussi l'hydratation qui est hyper importante. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu pars avec de l'eau, tu trouves de l'eau, comment on fait ? Ouais, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que pour le désert, j'ai traversé le désert de Namibie, par exemple, sur un projet, et là, on avait emporté toute notre eau. On avait emporté, donc on était 2, on avait 40 litres donc 40 kilos pour 6 jours, sachant que ça nous servait aussi pour manger
où se laver, mais ça, on l'a mis à côté. Et donc, l'hydratation, c'est la chose la plus importante pour rester en vie. J'ai manqué d'eau 2 fois dans ma vie, enfin 3 fois réellement, mais 2 fois où c'était vraiment compliqué. Et je le souhaite à personne. C'est le pire. Pire. Donc, il faut vraiment le plus possible boire. C'est pire que la faim. Ah ouais, moi je peux ne pas manger maintenant pendant 15 jours, je m'en fous, mais ne pas boire pendant 3 heures dans certaines situations, non, jamais, plus jamais. En tout cas, enfin, ça va me réarriver, je le sais, mais je veux dire, le T'évites, limiter, quoi. ouais, j'essaye. Enfin, dans tous les cas, des fois, on n'a pas le choix. Hein. Non. Donc, non, ouais, pas manger pendant 15 jours, je signe demain par rapport à l'eau. Mais, par contre, c'est vrai que je fais un peu comme une acclimatation au pays. C'est-à-dire que moi, je filtre pas forcément l'eau. Je vais tellement dans des endroits reculés qu'il n'y en a pas besoin. J'ai jamais eu de problème. Là, sur les 10 jours d'expédition, j'ai bu l'eau de l'Amazonie sans jamais la filtrer. Et c'est pas parce que t'es habitué. Non, je m'habitue toujours un peu avant. C'est-à-dire que j'ai un filtre. Bon, il a cassé, là, donc j'avais pas le choix. Mais en tout cas, j'ai un filtre, un vrai filtre, si jamais c'est de la boue stagnante, horrible, avec des espèces de reflets d'essence. J'ai ce filtre-là en cas de galère. Mais pour boire tous les jours, la forêt, l'eau, elle est super claire. C'est du sable, en fait, à chaque fois. On pense pas vraiment, on pense toujours à l'eau marron, mais en tout cas, l'eau des ruissellements jusqu'aux rivières marron. L'eau, elle est tellement pure et tellement belle qu'il n'y a pas besoin de filtrer. Est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître qu'une eau est vraiment pure et qu'on n'a pas besoin de filtrer, à part que, par exemple, elle s'écoule et qu'il n'y ait pas de taches brunes Moi, je reste sur l'écoulement parce que, en tout cas, ça a toujours marché comme ça. Après, ici, à Annecy, on peut toujours dire il y a un animal crevé en haut, c'est pas bon. Je suis assez d'accord, mais en forêt, l'animal crevé, il va rester 2 heures parce qu'il va se faire bouffer tellement vite que ça arrive moins souvent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu un œuf en forêt en 3 mois tout seul dans la forêt. Donc, c'est pas maintenant qu'un animal, ouais, ça se fait tellement vite, ça disparaît tellement vite. En tout cas, ça va. Après, en Amazonie, il y a un vrai problème de pollution quand même de l'eau via l'orpaillage. Donc, c'est les gens qui cherchent l'or. Ils mettent du mercure. Donc là, l'eau, quand elle a une couleur un peu jaunâtre, enfin, c'est très significatif. Je la vois tout de suite, et là, je ne bois pas. Mais même en la filtrant, hein, enfin, ça sert à rien. Mais ça reste très rare vu que j'essaie d'aller le plus loin des populations au global. Donc c'est très rare. Mais en tout cas, voilà, pour dire s'il y a un moyen de savoir qu'il ne faut pas la boire là-bas, c'est comme ça. Et après, pour toute autre XP, Madagascar, désert, l'eau, enfin je le dis, hein, l'eau, ça se boit, qu'importe la couleur, le truc, ça se boit. Hein. Et c'était quoi les situations où justement t'as manqué d'eau? Est-ce que c'était dû à un manque de préparation, pas de chance, une expédition qui durait plus longtemps que prévu? Il y a eu les trois. Les trois, bah voilà. Dans le sens où un jour, pas d'eau, du tout de la journée. J'ai plus d'eau, donc je vais me coucher sans eau. Et en fait, c'était en forêt, en jungle. Alors on a l'impression que c'est tout le temps humide. C'est bien beau l'humidité, mais ça donne pas de l'eau. Enfin, à part lécher les feuilles, et encore, je pensais plus dangereux. Parce qu'il y a des feuilles qui sont urticantes. Enfin, ouais, c'est assez compliqué. Donc, je me rappelle toutes les feuilles qui tombaient sur mon tarp. Donc, ce qui protège mon hamac. Toute la nuit, je croyais que c'était de l'eau qui commençait à pleuvoir. Donc, je me réveillais tout le temps. C'est vraiment horrible. Tu passes la pire nuit de. C'est long. En fait, la nuit, elle est longue. Très, très longue. Et tu peux pas marcher de jungle la nuit. Parce que tout se met en chasse. Donc, c'est complètement débile. C'est trop risqué. Enfin, moi, j'ai fait une fois. Et franchement, je referai plus jamais. Jamais. Donc voilà, c'est quelque chose qui se prend pas à la légère, donc il faut juste prendre son mal en patience. Et j'ai mis 4 heures de marche avant de retrouver de l'eau le lendemain. Chouette journée. Chouette journée. Quand j'ai trouvé de l'eau, j'étais content. Elle était stagnante, horrible, mais j'étais content. T'as quand même bu, quoi. Ouais, là, j'ai sorti le vrai filtre. Et sinon, Madagascar, j'avais mis des points d'eau par rapport à des images satellites. Sauf que les images satellites par année, enfin par moment de l'année, c'est-à-dire que c'est bien beau si c'est en mars ou en avril ou machin, ça change. Et il me restait plus d'eau, il me restait 200 millilitres. Et j'arrive pas d'eau. Prochain dans 3 heures, 4 heures, il faisait 46 degrés, plein soleil. Et là tu fais bon, et ben on marche, et ben c'est long, très long. Très long. J'imagine. Ouais. Quand tu vis des situations aussi extrêmes, et du coup par rapport à l'hydratation, à la nutrition, quand tu reviens en France après tes expéditions, est-ce que tu dois suivre un régime particulier pour récupérer? Ouais, totalement. C'est-à-dire que je suis sûr que ça doit avoir un nom, mais moi je suis inrassasiable. J'ai faim tout le temps. Même si je me fais un plat de, je sais pas, de tartiflette entier, imaginons, j'ai faim. Je pourrais en manger un deuxième. Alors du coup, c'est vrai que si je peux perdre 6 kilos pendant l'expédition, je peux en perdre plus. Mais je peux les reprendre en 2 jours.
Donc en fait, c'est vraiment que du mental. Et accepter d'avoir faim pendant une 10 ou quinzaine de jours. C'est assez long. Généralement, c'est le double de l'expédition. Enfin, en gros, si j'ai fait 10 jours, pendant 20 jours, j'ai faim. Parce que mon corps se dit, ok, demain, il va dépenser tant d'énergie, parce qu'il a pris le rythme. Donc imaginons, je sais pas, je faisais 4000, je sais pas, 4000 calories à la journée, j'en sais rien. Et ben, si quand je termine l'expédition, je vais en faire 1000. Et ben, mon corps va quand même se dire, demain, je vais en dépenser 4000. Donc il me faut autant de nutrition, il faut autant que je mange pour être sûr de pouvoir encaisser le lendemain. Et comme moi je suis en sous-calories pendant toute l'expédition, il se dit ok, en plus il est en sous, donc il va peut-être falloir bouffer le double. Donc j'ai vraiment faim tout le temps. Donc ça c'est le plus dur. Et du coup j'essaie de me mettre un sas de nourriture en rentrant et de reprendre le sport tout de suite. Il faut que je continue de me dépenser le jour d'après. Je termine mon expédition, même si je vais aller courir, je vais faire un truc parce qu'il faut que je continue à reprendre tout doucement un rythme plus léger. Et justement, une fois que tu as passé cette phase de récupération, est-ce que là, tu as un régime alimentaire spécifique parce que les expéditions sont rapprochées? Ou est-ce que du coup, tu te permets de pas faire trop attention Moi, je suis assez cool là-dessus. C'est-à-dire que comme c'est beaucoup de la résistance, c'est que du mental principalement, il faut juste pouvoir encaisser et pas... En fait, l'expédition, il faut que j'arrive à l'apprécier et pas la subir. Donc j'essaie de garder un équilibre. Après, je dis ça, mais je m'entraîne tout le temps, mais je vais pas à la salle. Je vais pas me dire je vais courir tant. J'ai pas d'objectif de temps. L'important, c'est de faire des activités, d'être long. Moi, quand je vais en montagne ou quand je vais marcher, tant que j'ai pas marché 5 heures, je le vois pas. Ça, c'est quelque chose où je me dis, enfin, c'est à partir de 5 heures où je commence à me dire, ouais, ça commence à être un peu long, ou un peu dur. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est de continuer à me dépenser. Et après, enfin, je mange un peu ce que je veux. Je fais quand même attention, je vais pas dans des trucs machin, mais je me cuisine ma petite nourriture un peu tout le temps et cool, quoi. Est-ce que le fait d'avoir fait des expéditions dans tous ces milieux un peu hostiles et d'avoir vécu des situations un peu hardcore avec la nutrition, est-ce que ça a changé ta vision de la nutrition, que ce soit au niveau sportif, donc sportif au niveau de tes aventures ou même en général? Ouais, bah, moi je suis pas très viande de base, pas viande rouge. Et depuis que je suis parti en expédition en jungle, je le suis redevenu. Ce qui est très bizarre, dans le sens où je ne suis pas devenu forcément ici, mais maintenant je suis assez... voilà, j'essaie de manger un peu de tout pour que mon corps il soit pas choqué d'avoir mangé quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de manger si je le trouve en expédition. Donc c'est un peu le regard inverse, mais quand je suis ici, c'est vrai que j'enlève un peu tout ça. Mais avant de retourner en expé, je me le remets, parce que je sais que dans certains pays, il n'y a que ça. Toi, c'est une chance de pouvoir manger un peu plus healthy ici. Mais quand tu es dans certains endroits, tu peux pas. Littéralement, il n'y a rien qui existe. Donc, il faut réhabituer son corps là-dessus. Mais du coup, quand je reviens ici, c'est vrai que je me rends compte de la chance et des possibilités qu'on a de manger cool et sain. Donc, j'essaie de le faire un maximum. Mais je peux pas me mentir à moi-même que maintenant, j'essaie d'un peu tout goûter pour être un peu paré à tout. Parce que l'important, c'est d'enlever le plus d'inconnus possible. Et parce qu'après, ça nous permet d'être plus serein sur plein de choses. C'est quoi la chose peut-être la plus bizarre ou la plus inattendue que tu aies mangée, si tu peux en citer une ou deux Je peux en citer une, mais j'en suis encore dégoûté dans le sens où en Amazonie, il y a une façon de pêcher le soir qui est un peu de l'auto-pêche. Je m'explique, c'est qu'en gros, on prend un gros hameçon qui fait vraiment la taille presque de ma main, c'est vraiment très gros, attaché à une corde qu'on attache à un tronc qui est au-dessus de l'eau, et on met un poisson dessus, un vif, enfin un petit yaya, comme on appelle ça là-bas. Et ça permet en gros d'avoir des aymara, principalement, c'est des gros poissons carnassiers, c'est un peu l'équivalent du brochet ici, voilà, si ça peut parler. Sauf que c'est très gros, ça peut faire 14 à 25 kilos, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et voilà. Donc j'essaie de ne pas en choper des si gros, mais parce que je suis tout seul, donc tu vois, 4 kilos c'est bien, et ça me tient 3 jours. Donc c'est hyper pratique, c'est-à-dire que le soir, généralement, je peux choper un poisson comme ça et le manger, c'est cool, ça m'évite quand je vois un serpent de prendre un serpent ou de manger des petits trucs comme ça. Mais une fois, c'était une tortue d'eau qui a tapé dedans, et j'étais dégoûté. Et donc du coup, elle était morte quand j'ai tiré le truc. Donc ça arrive, c'est hyper rare. Donc voilà, c'était une petite tortue d'eau.
Donc j'ai mangé la tortue. Et franchement, c'était super bon, mais j'en suis pas très fier du tout. Ça m'a un peu saoulé. Mhm. Mais en même temps, j'avais pas mangé depuis 2 jours, et donc j'allais pas... Enfin, ça arrive, on va dire, j'y peux rien, vraiment. Donc ça, Mhm. c'était le truc le plus horrible que j'ai mangé. Pas en termes de goût, mais qui me reste dans la tête, tu vois. Moi, je suis pas très... Je suis pas chasse du tout, mais d'un Mhm. côté, À un fallait moment, c'est une question bien... de survie. Voilà, c'est une question de survie, mais il y a toujours quand même un parallèle, c'est que c'est moi qui m'y suis foutu, donc j'y serais pas allé. C'est quelque chose qui, moi, me reste beaucoup en tête. Mais il faut être un peu honnête aussi, et j'ai pas du tout, sur l'instant, regretté ce qui se passait. Quand on mange pas, c'est pas facile non plus. C'est comme l'eau, au bout d'un moment, on peut tout manger, hein. Je suis convaincu que les gens, on les met 6 jours sans manger, ils mangent tout, hein. Enfin, au moins une journée, ils mangent. Oui, c'est instinctif, c'est l'instinct de survie à un moment. Oui, puis il y a surtout une atmosphère. Je pense que l'humain vient des milieux équatoriaux. On est tous nés des milieux équatoriaux. Et on sent que c'est un milieu où on pourrait vivre sans vêtements toute l'année. Je veux dire, il n'y a pas de chaud, froid. C'est vraiment l'élément qui est fait pour l'être humain et le corps humain. Et on a tout de suite cet instinct un peu primaire qui revient des animaux, de tout plein de choses. Donc c'est vrai qu'on a plus l'impression de faire partie d'un tout. Et toute la journée, je vois des choses qui courent après certaines choses et qui se nourrissent. Et c'est vrai que ça devient plutôt naturel au bout d'un certain temps immergé dans la forêt de re-avoir ce mode qui s'enclenche et, qui est quand même bien présent. Ok, bah écoute, Nico, déjà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ouais, On a été très sérieux sur des sujets de nutrition, etc. Du coup, je voulais te proposer de faire un petit jeu. allez. Est-ce que tu es partant? Oui, bah toujours, hein. Ok, alors je vais te poser je vais te faire le jeu du tu préfères. Donc je te Mhm. dis deux éléments, deux choses, et tu dois répondre du tac au tac ce que tu préfères. Ok. Je Est-ce que dois pas l'argumenter, je dois juste donner. si tu as envie d'argumenter, tu peux, mais c'est pas une obligation. Allez. Voilà. Alors, Nico, est-ce que tu préfères perdre tout ton équipement ou toute ta nourriture? Toute ma nourriture. Est-ce que tu préfères faire face à une tempête imprévue ou à une pénurie d'eau? Oh bah, je préfère faire face à une tempête, hein. Tout de suite. La tempête, quand tu veux. L'eau, c'est pas très froid, c'est agréable. Au moins, je suis tranquille, quoi. Est-ce que tu préfères passer une nuit sans abri dans un climat glacial ou sous une pluie battante? Sous une pluie battante, sans souci. Ça dépend après si je suis dans un terrain glacial avec une pluie battante, je préfère la passer sans pluie, Tu m'étonnes. mais la pluie c'est pas très dérangeant, c'est ok, ça s'accepte. T'as déjà passé une nuit sous la pluie dans un environnement où il faisait très froid? Ouais, c'est horrible. Tu peux raconter? Tu passes ton temps à grelotter, à te dire qu'est-ce que tu fous là et à attendre que le soleil se réveille. Mais c'est pas non plus très très froid. C'est pas du tout agréable. C'était impossible de dormir. On a l'impression que si on s'endort, on va jamais se réveiller. Mais ça va. Ça va, ça va. Par contre, ouais, des -40 dans des tentes tout seul sans pluie, je l'ai déjà fait et c'est pas un truc que t'as envie de vivre sans abri. Tu préfères partir au soleil pour ça? Moi, j'aime tout, hein. Le soleil, il est de partout. Oui, Donc mais ça va. au chaud, je veux dire. Franchement, je suis quelqu'un qui m'adapte un peu à tout. J'ai pas de préférence. L'important, c'est que ça soit beau. Et ça me suffit. Ok, cool. On passe à la suite. Allez. Est-ce que tu préfères être sans téléphone pendant une semaine ou sans boussole pendant une semaine? Oh bah, sans téléphone. Sans souci. La boussole, c'est vital en jungle. C'est vital. Je l'ai perdu une fois. J'en avais une deuxième. Et là, je rigolais plus du tout. Donc, c'est vital. Le téléphone, je l'utilise quand même pas mal en tant que GPS, maintenant. Mais en soi, ça m'arrive hyper souvent de ne pas avoir de connexion téléphonique pendant plus de 30 jours. Et en fait, ça fait pas de mal, hein. C'est cool. Après, quand tu le rallumes, ça fait peur, mais sinon, ça va. Ok, cool. Et dernière question, est-ce que tu préfères perdre tes provisions de nourriture ou tes outils pour purifier l'eau? Bon, les outils pour purifier l'eau, du coup, hein. Parce que je pars vraiment du principe qu'il faut pas trop se prendre la tête avec l'eau. Ça Ah va. ouais. Quand on s'y connaît un peu comme toi, on se rend compte qu'il y a quand même moyen de boire. Exactement. Merci beaucoup d'avoir Trop répondu bien. aux questions, d'avoir joué le jeu. Avant de passer à la question signature de Baou, Ok. j'aimerais te poser quelques questions sur nos nouvelles barres extra que Mhm. tu as pu tester. Donc pour ceux qui connaissent pas, les barres extra, c'est des barres très gourmandes de 50 grammes, parfaites pour les aventuriers comme toi ou pour les efforts de longue durée ou de longue distance. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelle barre tu préfères? Est-ce que c'est la salée, donc c'est olive cajou, ou la fruitée framboise pistache? Bah là, sur l'expédition que je viens de faire, j'ai eu une
petite préférence sur la framboise pistache. Mais en vrai, les deux étaient vraiment agréables pareil. J'étais quand même hyper content de retrouver la petite couleur rose quand je mettais le sac. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas me dire, ok, il m'en reste tant de chaque côté, donc je vais alterner et tout. Je prenais un peu, je piochais au hasard celle que j'allais avoir la journée. J'avais quand même une petite préférence pour le côté fruité. Mais le côté salé m'a beaucoup donné de coups de boost pour la fin de l'aventure, vu qu'il m'en restait plus vers la fin. Et la fin, c'est là où j'étais le plus en manque de nourriture. C'était vraiment le côté très agréable d'avoir quelque chose de plus brut, j'irais brut. Le salé, c'est plus, ok, tu sais que tu es en train de manger, t'es pas en train d'être un peu sur le côté très caprice. Pour moi, le côté fruité et sucré, c'est plus en mode de gourmandise. Donc ouais, le salé, c'était plus côté coup de boost très très dynamique qui me disait, ok, là pendant 2 heures, je vais pouvoir reprendre un peu un bon rythme. Est-ce que, je sais qu'on en a déjà un peu parlé, mais est-ce Ouais. qu'il y a des moments dans tes expéditions où vraiment c'est le genre de recette qui te fait plaisir ou qui te donne un coup de boost? Tu peux peut-être donner un exemple justement dans ta dernière expédition. Ouais, bah ça fait partie des moments coup de boost, surtout vers midi et 18. Mais c'est aussi le moment où, quand j'arrive à certains objectifs, où je suis content de m'arrêter, d'en prendre un pour, pas célébrer le truc, mais pour dire, ok, là, il y a une étape de franchie. De toute façon, je dois poser le sac, je dois filmer, etc. Ok, j'en reprends une, je remets le sac, et là, je sais que j'enchaîne et que j'enquille. Parce que c'est vrai que quand on a un rythme constant, ça va. Mais quand je fais beaucoup de pauses, enfin je fais pas beaucoup de pauses, mais quand j'ai des pauses qui durent plus de 20 minutes ou 30 minutes, remettre le sac et se remettre dans une dynamique de bourriner un peu, c'est bien de prendre quelque chose à manger juste avant pour enchaîner. Et c'est vrai que c'est les meilleurs moments, je pense. Est-ce qu'il y a un moment insolite, un peu rigolo ou pas rigolo justement, où tu as mangé une barre Baou? Je crois que je l'ai fait en story en plus, parce que le 7e jour, j'ai battu mon record de distance en jungle à pied. Donc j'avais jamais fait autant, c'était 8 km 8 en 8 heures. Ça peut paraître rien du tout, mais d'habitude je suis plus à 4. Donc là j'ai vraiment vraiment bombardé. Et j'ai parié sur de l'eau, dans le sens là il devrait y avoir de l'eau. Il y avait un tout petit filet d'eau. J'étais dans un marécage horrible, je pouvais plus avancer. Donc j'ai posé mon campement, j'étais vraiment comme un phacochère et je suis en mode, bah tu sais quoi, là il n'y a plus rien et je peux plus rien faire. Donc j'ai bouffé une barre, j'étais hyper content, je me suis foutu dans le hamac et j'ai attendu le lendemain que tout se passe pour que je puisse repartir. Donc c'est vraiment le moment où, bah, le seul, là c'est ce que je disais, je cherche toujours du confort le plus possible, là il y en avait zéro. Et le seul confort que j'avais c'était la barre, donc c'est peut-être ce moment insolite. C'était un beau moment, du coup tu t'en rappelleras. Ouais, je crois que j'en ai pris 2 même. Tu vois, j'ai fait le combo là. C'était double récompense. Exact. Est-ce que tu as vraiment un moment d'une expédition qui te reste en mémoire plus que les autres? Ouais, bah, j'ai beaucoup de moments en fait, il y a des moments qui, moi, me paraissent un peu normales, mais c'est surtout les rencontres animalières qui restent beaucoup en Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas encore sorti, mais je marchais dans l'eau, j'avançais, vraiment, je galérais et tout. Et je marche sur un hippopotame pygmée, c'est des hippopotames nains, bon, c'est 380 kilos à 400, donc c'est nain, mais plus. Et je me suis toujours dit, ça c'est la plus belle rencontre animalière que j'ai fait de ma vie parce que c'est improbable. J'aurais jamais pu imaginer que ça allait arriver. Tu vois, quand on marche dans l'eau, on se dit, ah, il peut peut-être avoir un croc ou peut-être avoir un caïman, donc il faut faire gaffe un peu. Des fois, je peux être surpris, ils vont jamais m'attaquer, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai déjà nagé à côté, je m'en fous. Juste, ça peut surprendre. Mais alors, marcher sur un hippo, c'était pas prévu dans le plan, dans ma tête. C'était un moment un peu magique parce qu'il était autant surpris que moi. Et j'ai vu dans ses yeux le qu'est-ce qui se passe. Moi, dans ma tête, c'était qu'est-ce qui se passe aussi. Et puis, on a tous les deux fui chacun de notre côté. Donc, c'était ouais, peut-être un vrai moment insolite. C'était peut-être ça. J'ai Dans son- l'impression oui, qu'il n'y a pas beaucoup de monde à qui c'est arrivé, quoi. Ouais, puis même le soir, je m'en rappelle, le soir même de cet événement, je me suis dit, mais je pense que si quelqu'un a envie que ça arrive dans sa vie, je suis même pas sûr qu'en essayant de faire tous les efforts du monde, ça lui arrive. Je pense que c'est des choses où quand on va se foutre très loin, ça peut arriver, mais je pense que toutes les situations peuvent arriver dans ce cas-là. Dans le sens où, enfin, ça peut être un hippo, mais à tout moment, tu peux voir un léopard posé dans un arbre, ou un puma en Amazonie posé dans un arbre. Là, dernièrement, en revenant de l'expédition, je me réveille à 4h du matin, je sens une présence, et j'allume, et je vois le puma à 4 mètres
qui tourne autour du campement comme ça. Et je me dis, putain, il m'a réveillé. Et je fais, psst, bouge. Et je me rendors. Alors en fait, comme je dis, il y a vraiment une connexion avec les animaux dans le sens où tu en vois tout le temps. Tout le temps. J'ai vu par exemple 3 tapirs, il y a plein d'exemples de toute façon. Et j'en parle à des amis en Guyane, ils en ont pas vu depuis 10 ans. Donc en J'ai fait, l'impression que tu attires un peu les animaux. pas tant parce que je vais vraiment dans des endroits où c'est pas chassé, pas exploité, et c'est là qu'on se rend vraiment compte que voilà, moi j'adore parler des forêts primaires parce que c'est vraiment le cas dans le sens où elles n'ont pas du tout été touchées par l'homme, ou il y a 30 ans il y a peut-être une micro-exploitation d'orpaillage ou autre chose, mais c'est dans ces endroits-là où la vie elle est bondée. Là, ça piaille de partout, t'entends des bruits de partout, c'est ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le truc que je cherche le plus quand je pars en expédition, c'est le côté aller dans des endroits où il n'y a pas de traces de vie, parce que c'est là qu'on voit à quoi ressemblait le monde il y a 300 ans ou 400 ans à peu près partout, quoi. Est-ce que tu as déjà vu des animaux ou des insectes vraiment dangereux ou où tu avais l'impression de peut-être être en danger parce que clairement un puma ou un Non, ça hippopotame ça va. peut peut-être être dangereux, je sais pas. Ouais, bah... Non, en fait, il faut savoir que pour moi, imaginons la situation inverse. Moi, je me balade dans la rue, je vois un truc que j'ai jamais vu en livre, j'ai jamais vu en vrai. Donc je sais pas ce que ça peut être, mais on voit une forme bizarre d'un truc qui bouge. Je vais jamais m'amuser à aller le toucher. C'est quelque chose où on va forcément avoir du recul, on va être curieux, on va regarder, mais on va pas se dire oh bah je vais l'attaquer. Tu vois, je sais pas. Et donc les animaux qui ont jamais vu l'homme, c'est ça. Ils voient un truc bizarre, habillé avec des trucs bizarres, qui transpire, qui râle, avec le cœur qui bat à fond. Ils font qu'est-ce que c'est? Donc ils viennent voir, ils regardent. Un jour, j'étais dans mon hamac aussi. J'avais les pieds dehors de la moustiquaire parce que j'avais les pieds un peu pourris. Et j'ai une céphalope, donc c'est une mini antilope, qui est venue me lécher les pieds et qui m'a regardé comme ça, droite, gauche, et qui est restée genre 3 ou 4 minutes avec moi. Et je me suis dit, elle est juste curieuse. Alors que les céphalopes, c'est l'animal le plus chassé dans cette zone pour les habitants, pas du braconnage, mais vraiment pour manger. Et dès que j'en voyais plus proche des frontières des forêts primaires, je les entendais fuir à 400 mètres. Donc, c'est ça aussi, c'est que plus on va loin, les animaux vont jamais t'attaquer. Et plus on habitue les animaux à voir l'homme, plus ils se disent ah, peut-être ça peut être intéressant. Je pense que c'est un peu le même parallèle avec les requins. Si tu vas surfer à un endroit où il n'y a jamais eu de surf ou autre chose, il n'y a aucun souci, même s'il y a des requins. Alors que plus le requin a vu l'humain, plus il va se dire peut être intéressant. Et c'est comme ça que je vois le truc. Donc j'ai jamais eu peur de ça. Le seul danger, c'est de marcher sur un serpent mortel. Je les ai tous vus, les serpents mortels de Guyane, sauf un, pour l'instant. Et je les ai tous croisés. J'ai toujours mis le pied à côté à moins de 10 cm. J'ai jamais été mordu ni attaqué. Il faut bien regarder, quoi. En fait, il y a un parallèle avec l'alpinisme que j'adore. Pour rassurer les gens, si des gens qui font de l'alpi veulent aller peut-être découvrir la forêt au global, c'est que pour moi, le serpent mortel, c'est comme une avalanche. Si t'es deux, bah, y a moyen que tu t'en sortes parce qu'il peut t'amener à un hôpital. Donc voilà. C'est pareil pour l'avalanche. Et tout ce qui est les chutes d'arbres, c'est le danger principal en Amazonie. C'est un délire, hein. Quand ça tombe, c'est domino, vu qu'il y a des lianes. Des fois, t'as 300 mètres qui tombent. Et ben ça, c'est plus, pour moi, un peu comme une crevasse. Tu vois. Si t'as mal mis ton hamac parce que t'as mal regardé qu'un arbre pouvait peut-être tomber dans ce sens-là ou autre chose, et que tu te la prends, toi tu la vois pas ou tu marches, pour la crevasse c'est pareil. Donc c'est un peu les deux parallèles que je fais. Les deux plus gros dangers de la montagne pour moi c'est ça, avalanche, crevasse. Je résume, hein. Enfin vraiment parce qu'il y a d'autres dangers. Et ben en forêt c'est ça, il faut juste faire attention aux arbres qui tombent et aux serpents. Et le serpent c'est comme l'avalanche, quoi. T'as pas regardé où t'as mis les pieds, ça tombe, et t'as pas regardé où t'as mis les pieds, c'était mordu. Je pense que c'est un bon parallèle. Ouais, En ouais, effet. c'est vraiment ça. Je ne sais pas si tu sais, mais le slogan de Baou, c'est Va jouer dehors. Mhm. Je pense que c'est une phrase qui te correspond Ouais. assez bien aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi réellement jouer dehors? Ben, on a la chance d'avoir un monde très diversifié, et vraiment très diversifié. Donc pour moi, toutes mes expéditions, tous les projets que je fais, j'y vais vraiment, je m'amuse. Je vais aller. Pour moi, c'est mon terrain de jeu à ciel ouvert. Quand je fais de la spéléo, j'ai l'impression que dans les vieux jeux qui étaient dans les centres commerciaux où je me baladais dans des tuyaux, en fait c'est pareil, sauf que je le fais dans les entrailles des montagnes ou autre chose. Je suis des canyons, c'est pareil. Pour moi, quand la connaissance te protège des problèmes qui peuvent t'arriver, mais par contre,
Le monde est un terrain de jeu immense, donc moi je passe mon temps à m'amuser dedans en le respectant le plus possible. Donc c'est vrai que ça correspond pas mal. Merci beaucoup, Nico, pour cette chouette réponse. Écoute, avant qu'on se dise au revoir, est-ce que tu as des projets futurs, des prochaines vidéos, des prochaines expéditions que tu as envie de partager avec nos auditeurs aujourd'hui ? Bah, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un peu un flux tendu dans le sens où il y en aura tout le temps qui vont sortir. Là, j'ai un petit projet qui va sortir sur YouTube au Svalbard. J'étais allé tourner un projet là-bas, donc c'est une montagne avec un déco en parapente un peu compliqué. Voilà, j'ai l'expédition en jungle qui va sortir. J'ai un film qui va sortir aussi cette année que j'ai tourné en Côte d'Ivoire. J'ai pas encore annoncé la date, mais ça arrivera. Et plein de choses, je sais plus, il y a tellement de vidéos en ce moment, donc c'est top. Beaucoup de choses qui vont sortir, beaucoup de projets qui vont découler après juillet. Voilà, parce que j'ai acheté un voilier, donc c'est un petit peu le moment de se lancer dans des expéditions à la voile et plus. Trop bien, donc plein de projets et même des projets différents Voilà, qui se profilent à l'horizon. pour profiter du monde et de jouer de partout. Ouais. On mettra évidemment les liens vers ton profil Instagram et ta chaîne YouTube pour qu'on puisse aisément te retrouver. Pas de souci, avec plaisir. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais partager avec nous, dire, tant que tu as la parole sur ce podcast ? Non, bah j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que ça vous a pas fait peur de la forêt. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, si je dois donner un mot, c'est que c'est pas le milieu le plus simple. C'est sûr que c'est pas le milieu où on peut le plus s'enjouer, se sentir en sécurité. Mais je pense qu'on a tous besoin d'une vraie connexion à la nature, et je pense que la nature qui te parle le plus et qui est la plus présente, ça reste du coup dans les forêts équatoriales. Donc j'invite tout le monde à aller à son niveau, sans griller d'étapes, faire des micro-projets à l'intérieur. Ça reste un terrain d'aventure pas du tout exploité, alors qu'il est hyper riche et hyper enrichissant. Donc voilà, j'espère que mes vidéos ne vous font pas trop peur sur ce sujet-là, mais qui vous donnent envie peut-être d'y aller tranquillement à votre niveau pour aller découvrir ce magnifique petit biotope. Merci beaucoup, Nico. Pas de soucis. À bientôt pour de nouvelles aventures. Exact. Et voilà, on clôture cet épisode de Hors Sentier by Baou avec Nico Mathieu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Avant de vous laisser, on a une surprise pour vous. Pour célébrer cet épisode et la sortie des nouvelles barres extra, on vous offre moins 20% sur tout le site de Baou avec le code PODCAST. Mais faites vite, cette offre est exceptionnelle et est valable seulement 48 heures après la date de sortie de cet épisode. C'est le moment ou jamais de tester nos nouvelles barres extra. On espère vous avoir donné envie d'explorer et de créer vos propres aventures. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Restez à l'écoute pour plus d'aventures hors sentier et n'oubliez pas de vous aussi aller jouer dehors. À très vite pour de nouveaux épisodes.